Le soleil se couchait sur les rues animées de Lyon quand nous nous sommes disputés une fois de plus, l'une de ces querelles futiles qui se multipliaient ces derniers temps. Tout avait commencé par une broutille, je lui avais demandé si elle voulait passer la soirée ensemble. Je pensais être attentionné, en mettant de côté mon travail et les distractions pour nous concentrer sur nous deux. Mais au lieu de gratitude, j'ai reçu une réponse sèche et dédaigneuse. Son ton était froid, presque mécanique. « Je ne te dois pas d'intimité », a-t-elle dit, les bras croisés, les yeux fixés sur moi comme pour me défier de la contredire. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai cligné des yeux, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. « Quoi » ai-je demandé, mi-riant, mi-nerveux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle n'a pas scié. « Ça veut dire exactement ce que ça dit », a-t-elle rétorqué. « Je suis fatigué que tu agisses comme si c'était une obligation. Ce n'est pas parce qu'on est marié que je te dois quoi que ce soit. » J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Nous étions mariés depuis 8 ans de sacrifices, de nuits tardives et d'heures supplémentaires pour nous offrir la vie que nous avions. Et maintenant, elle me disait tout net que mes sentiments et mes besoins ne comptaient pas, que les fondations de notre mariage confiance, intimité, partenariat étaient apparemment optionnelles. J'avais envie de me disputer, de lui dire à quel point ça me blessait, à quel point je me sentais rejeté, mais les mots ne sortaient pas. Au lieu de ça, je suis resté là, à la fixer comme si une étrangère avait soudain pris possession du corps de ma femme. La dispute n'a pas duré longtemps. Elle est sortie de la pièce, me laissant seul avec mes pensées qui tourbillonnaient. J'ai essayé de minimiser, de me convaincre qu'elle était juste stressée ou qu'elle passait une mauvaise journée, mais au fond de moi, je savais que c'était plus grave. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait sentir que je ne comptais pas, c'était juste la première fois qu'elle l'avait dit aussi clairement. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je repassais la conversation en boucle dans ma tête, essayant de comprendre où les choses avaient déraillé. Avais-je raté les signes? Avais-je fait quelque chose pour l'éloigner? Ou m'étais-je leurré depuis le début, en pensant que nous formions encore une équipe? Le matin venu, ma frustration s'était muée en autre chose, de la détermination. Si elle ne me devait pas d'intimité, alors peut-être que je ne lui devais pas les sacrifices incessants que je faisais pour maintenir notre mariage à flot. Je n'allais plus me sentir comme un mendiant dans ma propre relation. Je ne lui ai rien dit tout de suite. Au lieu de ça, j'ai commencé à observer, vraiment observer comment nous interagissions, comment elle me traitait et à quel point elle semblait se ficher de l'effort que je mettais dans notre vie commune. Et plus j'observais, plus j'étais convaincu que quelque chose devait changer. Mais à quoi ressemblerait ce changement? Je n'en savais rien. Tout ce que je savais, c'est que je n'allais plus laisser ces mots définir ma valeur. Plus jamais. Les jours suivant cette conversation ont semblé différents. Quelque chose avait basculé en moi. J'ai commencé à voir notre mariage sous un autre angle, non plus comme un partenariat, mais comme un équilibre précaire où j'étais toujours celui qui donnait plus pour maintenir les choses stables. Et plus j'y pensais, plus je m'énervais. Je me rappelais les longues nuits passées à faire des heures supplémentaires pour qu'on puisse payer l'apport pour notre appartement à Lyon. À l'époque, elle me disait à quel point elle était fière, à quel point elle se sentait chanceuse d'avoir quelqu'un qui se souciait tant de notre avenir. Je m'accrochais à ces mots comme à un carburant, me poussant plus fort parce que je croyais le faire pour nous. Mais maintenant, en y repensant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir trompé, comme si mes sacrifices avaient été effacés en silence dès qu'ils n'étaient plus utiles pour elle. Ce n'était pas seulement l'argent. C'étaient les petites choses du quotidien, les fois où j'annulais des plans avec des amis parce qu'elles disaient avoir besoin de moi à la maison, les week-ends passés à réparer des choses dans l'appartement ou à faire les courses pour lui faciliter la vie, même les nuits où je renonçais au sommeil parce qu'elle voulait se confier sur son travail et que je ne voulais pas qu'elle se sente seule. Pour moi, l'intimité n'était pas seulement physique, c'était se sentir connecté, valorisé, savoir que l'effort que je mettais n'était pas pris pour acquis. Mais apparemment, c'était trop demandé. J'ai commencé à tenir compte de cet déséquilibre pas sur papier, mais dans ma tête. Je notais mentalement chaque fois qu'elle me repoussait ou balayait ce qui me tenait à cœur, comme cette soirée où je suis rentré excité par un nouveau projet au travail et qu'elle a à peine levé les yeux de son téléphone, ou cette fois où j'ai préparé son plat préféré, une blanquette de veau, après une semaine stressante, et qu'elle a juste dit « merci » avant de s'éloigner. Je ne pense pas qu'elle ait même remarqué que je me retirais. Peut-être que c'était le pire, à quel point il était facile pour elle de m'ignorer quand j'arrêtais de forcer. Une nuit, je suis resté assis dans ma voiture devant l'immeuble, fixant les fenêtres sombres et me demandant si ça valait même la peine d'entrer.
C'était une pensée stupide, c'était chez moi aussi, mais je me sentais comme un invité, comme quelqu'un dont la présence passait inaperçue. Je repensais à ce qu'elle avait dit, qu'elle ne me devait pas d'intimité, et pour la première fois, je me suis permis de poser la question que j'évitais, que me devait-elle? Du respect? De la reconnaissance? Un partenariat? Ou était-ce juste quelque chose que j'avais imaginé? Je me suis mis à penser au début de notre relation, quand on ne pouvait pas se lâcher et qu'on parlait de tout. Cette version de nous me manquait, mais plus j'essayais de l'imaginer, plus elle semblait appartenir à une autre vie. Cette nuit-là, je n'ai pas rentré tout de suite. Je suis resté dans la voiture, fixant mon reflet dans le rétroviseur, essayant de reconnaître l'homme qui me regardait. Je ne voyais pas le type plein de rêves et de projets quand on s'était marié. Je voyais quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui avait passé des années à se vider dans une relation qui n'y mettait plus rien en retour. Et c'est là que ça m'a frappé, je n'étais pas en colère à cause de ce qu'elle avait dit. J'étais en colère parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Elle ne me devait pas d'intimité. Mais si c'était vrai, alors je ne lui devais pas la version de moi qui se pliait en quatre pour nous maintenir ensemble. Cette nuit-là, en franchissant la porte, je me sentais différent, pas en colère, pas triste, juste fini. Fini d'essayer de réparer quelque chose qu'elle ne semblait même pas remarquer comme cassé. Et autant cette réalisation me faisait mal, autant elle me donnait une étrange clarté. Si elle ne me devait pas d'intimité, alors peut-être que je ne lui devais pas la version de moi qui avait passé des années à plier, ajuster et sacrifier pour faire fonctionner les choses. Le changement a commencé petit. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée, pas par dépit, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais plus envie d'entendre les mêmes plaintes répétées sur ses collègues ou les délais. Pour une fois, je voulais voir ce qui se passerait si je laissais la conversation mourir au lieu d'être toujours celui qui la relançait. Au début, je ne pense pas qu'elle l'ait remarqué, elle était si habituée à ce que je comble le silence que mon retrait se fondait dans le décor. Je m'asseyais dans le salon, à scroller sur mon téléphone ou à zapper sur les chaînes de télé, et elle levait à peine les yeux. Mais au fil des jours, j'ai vu que ça commençait à l'atteindre. Elle lâchait de petites remarques, « Tu es bien silencieux ces temps-ci » ou « Tout va bien ». Mais je haussais les épaules et balayais ça. Je n'allais pas lui donner une ouverture pour retourner la situation contre moi, pour me faire expliquer pendant qu'elle restait là à agir comme si rien de ce qu'elle avait dit n'avait déclenché ça. Je voyais que ça l'agaçait. Elle a commencé à me piquer plus souvent, à critiquer la façon dont je pliais le linge, à se plaindre que je n'avais pas refait le plein d'essence, même à m'accuser d'être distrait pendant des conversations qu'on n'avait pas vraiment. Mais au lieu de mordre à l'hameçon, je laissais ces mots glisser sur moi. Je ne jouais plus à ce jeu-là. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit, elle a commencé à essayer. Au début, c'était subtil, m'apporter un café quand je travaillais tard, proposer qu'on regarde un film ensemble comme avant. Mais au lieu de sauter sur ces miettes d'attention, je les laissais en suspens, sans réaction. Pas pour la punir, mais parce que j'avais besoin de voir si c'était réel ou juste une façon de lisser les choses sans aborder le problème. La tension s'épaississait de jour en jour. Elle tendait la main et je me reculais juste assez pour la laisser dans le doute. Et plus elle essayait de reprendre le contrôle, plus il devenait évident qu'elle ne savait pas quoi faire quand j'arrêtais d'être celui qui réparait tout. Une nuit, elle m'a demandé directement, « Tu es fâché contre moi ?» Sa voix était plus douce que d'habitude, comme si elle avait peur de la réponse. Je l'ai regardée et j'ai dit la seule chose que je retenais depuis la nuit de cette dispute, « Je suis juste fatigué d'essayer plus que toi. » J'ai vu les mots la frapper comme une gifle. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais pour une fois, rien n'est sorti. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir l'avantage, pas parce que j'avais gagné une dispute, mais parce que j'avais enfin arrêté de m'excuser de vouloir plus qu'elle n'était prête à donner. Le lendemain matin, après que je lui ai dit que j'étais fatigué d'essayer plus qu'elle, la tension dans l'appartement était impossible à ignorer. Elle était plus silencieuse que d'habitude, mais pas de la façon froide et dédaigneuse qu'elle maîtrisait depuis des années. Ça semblait différent, instable, comme si elle attendait que je craque et m'explique. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai suivi ma routine comme si de rien n'était, préparé le café, vérifié mes mets, et parti au travail sans même un regard dans sa direction. Et c'est là que ça a commencé. Les messages ont débuté vers midi. Il faut qu'on parle. Je l'ai ignoré. Sérieusement, on ne peut pas faire comme si rien ne se passait. Je l'ai laissé non lu. Quand je suis rentré, elle était déjà là, à faire les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Je voyais qu'elle avait répété son discours,
mais je ne l'ai pas laissé commencer. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé en posant mes clés sur le comptoir. Ses yeux se sont plissés. Ce que je veux? Tu rigoles? C'est toi qui agis comme un étranger dans notre propre maison. Je veux savoir ce qui t'arrive. J'ai ri pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyable. Ce qui m'arrive? Tu es sérieuse? Je ne fais que suivre ton exemple, chérie. Tu as été très clair sur ce qu'est ce mariage et ce qu'il n'est pas, la nuit où tu as dit que tu ne me devais pas d'intimité. Son visage s'est empourpré, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait nier l'avoir dit, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle s'est mise sur la défensive. Et je ne le dois pas. J'ai le droit de poser des limites, et si tu ne peux pas le supporter, c'est peut-être ton problème, pas le mien. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai ravalée. Je n'allais pas laisser ça dégénérer en une autre engueulade où rien ne se résolvait. Tu as raison, ai-je dit, la voix calme. Tu ne me dois pas d'intimité. Mais laisse-moi te demander ça, est-ce que je te dois l'engagement? La loyauté? Est-ce que je te dois quoi que ce soit au-delà d'une simple civilité? Ses yeux se sont écarquillés, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose se fissurer dans son expression, de la peur. Elle n'a pas répondu, alors j'ai continué. Parce que si on joue selon ces règles, alors peut-être que je ne te dois pas les soirées en amoureux, le soutien émotionnel, ou même de rentrer à la maison à la fin de la journée. Peut-être que je ne te dois pas de nous mettre en priorité quand tu as déjà clairement montré que nous n'en étions pas une pour toi. C'est laquelle a craqué. Ce n'est pas juste. Tu déformes tout ça en quelque chose que ce n'est pas. Je voulais juste de l'espace. Je n'ai jamais dit que je ne tenais pas à toi. Alors montre-le, ai-je répliqué. Parce que là, tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui veut les avantages d'un mariage sans avoir à y mettre l'effort. La pièce est devenue silencieuse. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. J'ai attendu, lui donnant une chance de se battre pour nous, de me prouver que j'avais tort. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle s'est effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, a-t-elle murmuré. Et honnêtement, moi non plus. Tout ce que je savais, c'est que la femme assise en face de moi ne ressemblait plus à celle que j'avais épousée, et peut-être que je ne ressemblais plus à l'homme d'avant non plus. Mais au lieu de m'asseoir et de la consoler comme je l'aurais fait avant, je me suis tourné et je suis parti. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'allais pas être celui qui ramassait les pots cassés. Je ne suis pas retourné dans le salon cette nuit-là. Je l'ai laissée assise seule sur le canapé avec ses pensées, pendant que je m'enfermais dans la chambre d'amis mon nouvel espace. Ce n'était pas une déclaration dramatique ou une ruse pour attirer son attention, c'était juste moi qui traçais une ligne. J'avais besoin de distance, même si ce n'était qu'un mur fin entre nous. Les jours suivants, on se parlait à peine. On se déplaçait dans l'appartement comme des étrangers, s'évitant sauf pour les occasions où on se frôlait dans la cuisine ou le couloir. Elle a essayé quelquefois de relancer la conversation, mais je l'ai coupée à chaque fois. Je n'étais pas prêt à parler. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai passé ce temps à réfléchir à ce que je voulais. J'ai pensé à savoir si je pouvais continuer à vivre comme ça, piégé dans un mariage qui ressemblait plus à un contrat qu'à une relation. J'ai pensé aux années que j'avais investies en nous et si ça comptait encore. Mais surtout, j'ai pensé à moi à qui j'étais devenu dans ce mariage et à qui je voulais être à l'avenir. Ça n'a pas pris longtemps pour que je réalise que je n'aimais pas la personne que j'étais devenue. J'étais fatigué de donner plus que je ne recevais, fatigué de courir après une affection qui aurait dû venir naturellement, fatigué de me sentir le seul à lutter pour quelque chose qui semblait irrémédiablement brisé. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Un soir, après une autre journée de silence, je suis entré dans le salon et l'ai trouvée assise là, téléphone en main, faisant semblant de ne pas me remarquer. Mais je voyais à la façon dont ses épaules se tendaient qu'elle attendait que je dise enfin quelque chose. Je n'ai pas perdu de temps à tourner autour du pot. Je ne peux plus faire ça, ai-je dit. Sa tête s'est redressée d'un coup, les yeux écarquillés. Ça? J'ai répété, en faisant un geste entre nous. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien alors que non. Je ne peux plus donner et donner pendant que tu agis comme si c'était suffisant juste d'être là. Elle a commencé à parler, mais je l'ai coupée. Je ne suis plus en colère, lui ai-je dit. Je ne suis même plus blessé. Je suis juste fini. Je ne sais pas si ça veut dire qu'on se sépare, qu'on fait une thérapie ou autre chose,
mais je sais que je ne peux plus vivre comme ça. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'air vraiment effrayée. Alors, tu pars? J'ai haussé les épaules. Peut-être. Peut-être pas. Mais je pense qu'on a besoin de temps séparés pour y voir clair. Ses yeux se sont remplis de larmes, et pendant une fraction de seconde, j'ai failli craquer. J'ai failli la prendre dans mes bras et lui dire qu'on s'en sortirait, comme toujours. Mais alors, je me suis rappelé ces mots qu'elle ne me devait pas d'intimité et le feu qui me maintenait en vie s'est ravivé. Ce n'est pas seulement à cause de toi, ai-je dit, la voix ferme. Tu as été clair sur ce que tu ne me dois pas. Maintenant, je suis clair sur ce que je ne continuerai pas à donner sans retour. J'ai pris un sac que j'avais déjà préparé et je me suis dirigé vers la porte. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle est restée assise là, à pleurer en silence pendant que je sortais et fermais la porte derrière moi. Et en m'éloignant en voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du soulagement. Pas parce que c'était fini, mais parce que pour la première fois, j'avais enfin l'impression d'avoir le choix. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant des heures après être parti. Je savais qu'elle m'enverrait un message ou appellerait éventuellement, mais je n'étais pas prêt à affronter ce qu'elle avait à dire. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour respirer sans le poids de ses attentes ou l'attraction constante des obligations qui m'oppressaient. J'ai passé la nuit dans un hôtel bon marché, fixant le plafond pendant des heures et repassant tout ce qui nous avait menés à ce moment. Je me posais sans cesse les mêmes questions, avais-je pris la bonne décision? Était-ce la fin de mon mariage ou juste le reset dont nous avions besoin pour réparer ce qui était cassé? Le matin venu, je n'avais toujours pas de réponse, mais je savais une chose avec certitude, je n'étais pas prêt à rentrer. Les premiers jours séparés m'ont semblé étranges, presque comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. J'ai dîné seul, assis en silence sans la télé en fond, et je me suis couché sans entendre ses pas dans le couloir. Au début, c'était libérateur, mais ensuite la solitude a commencé à s'infiltrer pas parce qu'elle me manquait, mais parce que me manquait l'idée de ce que nous étions autrefois. Elle m'a appelé le 3e soir. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Salut », a-t-elle dit, la voix petite et hésitante. « Salut ». Aucun de nous n'a parlé pendant un long moment après ça. J'entendais sa respiration, saccadée et inégale, et je savais qu'elle avait pleuré. Mais je n'étais pas prêt à baisser ma garde juste parce qu'elle sonnait vulnérable. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-elle enfin dit. Ces mots m'ont frappé plus fort que prévu. C'était la même femme qui avait toujours semblé si sûre d'elle, si réticente à admettre ses torts. L'entendre avouer qu'elle n'avait pas les réponses m'a déstabilisé. Moi non plus, ai-je admis. Mais je sais que je ne peux plus vivre comme avant. Moi non plus. C'était la première fois qu'on s'accordait sur quelque chose depuis des mois, et pendant un instant, ça a semblé être un progrès. Mais ensuite, la réalité a repris le dessus, et la conversation s'est enlisée à nouveau. Au cours des semaines suivantes, on a commencé à parler plus, mais la distance entre nous persistait. Elle voulait que je rentre, au moins pour essayer une thérapie avant d'abandonner tout. Et une partie de moi voulait ça aussi. Mais une autre partie ne pouvait oublier comment on en était arrivé là. Je ne pouvais oublier ce que ça faisait d'être dit que mes besoins ne comptaient pas, que l'intimité était quelque chose qu'elle pouvait retenir sans conséquence. Je ne pouvais oublier les nuits où je me sentais invisible chez moi, ou le ressentiment qui s'était accumulé en moi pendant des années. Alors, je n'ai pas précipité mon retour. Au lieu de ça, j'ai posé des limites des vraies, cette fois. Si on allait réessayer, ça devait être différent. Je n'allais plus courir après son affection ou mendier des miettes d'attention. Elle devait me montrer qu'elle était prête à mettre l'effort, qu'elle tenait vraiment à réparer ce qu'on avait cassé. Et pendant un temps, on aurait dit qu'elle essayait. Elle allait à des séances de thérapie seule quand je n'étais pas prêt à la rejoindre. Elle m'envoyait de longs messages sur comment elle réfléchissait à ce qu'elle avait dit et fait. Elle avait même arrêté de me blâmer pour ma distance. Mais autant je voulais la croire, quelque chose clochait encore. Peut-être parce qu'il avait fallu que je parte pour qu'elle commence à essayer, ou peut-être parce que je réalisais que je ne lui faisais plus confiance pour ne pas retomber dans les vieilles habitudes une fois la poussière retombée. Au final, la décision n'a pas été aussi dramatique que je l'imaginais. Il n'y a pas eu d'engueulade explosive ni d'adieu larmoyant. C'était juste une compréhension tranquille que nous avions trop dérivé pour retrouver notre chemin. J'ai demandé la séparation un mois plus tard. Elle ne s'y est pas opposée. Et même si ça faisait mal de fermer ce chapitre de ma vie,
je suis parti en sachant que j'avais enfin choisi moi-même quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Si c'était le bon choix ou non, seul le temps le dira. Mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est ça, je ne dois à personne plus qu'ils ne sont prêts à donner en retour. Plus maintenant.